evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. On the hour of the news for today, Thursday, February 27, 2025, citing defamation, Patriotic and a Republican Alliance, through its national president, has announced it will pursue legal action against the station and 4TV and Abel Elimbi Lobe, following his controversial characterization of independence figure Ernest Wandi as a bandit. Celestine Jammeh, national president of Patriotic and Republican Alliance, is our news guest. Good evening to you, Mr. Celestine Jammeh. Good evening, my dear lady, and good evening to all the televiewers of STV television. I'm very happy to be here today. Most definitely. Good evening to every viewer of Spectrum Television. Tonight's news opens in the French language with you, Makedali D. Good evening. Bonsoir, Nila Donnette, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. Celestine Jammeh, le président de l'Alliance patriotique républicaine, annonce une plainte contre l'homme politique camerounais Abel Elimbi Lobe et la chaîne de télévision Info TV, après que ce dernier ait traité Ernest Wandi de bandit sur les antennes de cette chaîne. Au cours d'une conférence de presse organisée ce jour à Douala, le président du parti à part appelle les Camerounais à s'associer à sa démarche. Davantage de détails avec vous, Léla Renganzu. L'Alliance patriotique républicaine et son président national annoncent une plainte contre l'homme politique camerounais Abel Elimbi Lobe et la chaîne de télévision privée Info TV basée à Yaoundé. Selon Celestine Jammeh, la ligne rouge a été franchie après que le premier cité ait traité Ernest Wandi, combattant nationaliste, de bandit. Au cours d'une conférence de presse ce 27 février 2025 à Douala, le président d'APAR est revenu sur les raisons de cette action judiciaire. Retenir que cette question est une question qui touche d'abord le droit. Je rappelle qu'une loi, ce n'est même pas un décret. Encore que, si ça avait été un décret, ça aurait été la même chose. Mais là, il s'agit d'une loi qui a été votée par les représentants de la nation. Il y a, je verrai avec mes deux avocats qui sont manifestés déjà, de la formulation de la plainte, mais je pense que ça va, comment dirais-je, tourner autour de l'atteinte à la mémoire de nos héros, reconnus comme tels, parce que c'est le mot utilisé par le président de la République. Héros nationaux. Ce n'est pas un mot qu'on invente ou qu'on dit par fantaisisme. Non, c'est une atteinte gravissime à une loi du président promulguée par le président de la République. Et c'est une atteinte à l'histoire qui peut avoir des impacts collatéraux extrêmement graves. Pour Celestine Jammeh, il est important que l'ensemble des Camerounais s'associent à cette démarche judiciaire afin que l'histoire du Cameroun soit connue de tous. Parlant de conscientisation, il ne manquera pas d'éduquer sur le processus électoral. Conteste de l'élection d'octobre oblige. Ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à aller s'inscrire sur les listes électorales. Ils n'ont plus le sentiment d'être Camerounais. Ils pensent que leur vote ne sert plus à rien. Non, votre vote sert à quelque chose. Même si on a un code électoral taillé sur mesure pour le parti au pouvoir, il n'en reste pas moins vrai que vous devez vous inscrire et vous devez aller voter. Et vous devez au même moment réclamer la réforme du code électoral. Les trois en même temps. Pas l'un au-dessus des autres. On marche sur ces deux pieds. Si vous allez simplement vous inscrire sans aller voter, parce que le taux d'abstention dans ce pays depuis 1997 est énorme. Près de la moitié des gens ne se lèvent pas le dimanche pour aller voter. Alors, ça a servi à quoi d'aller s'inscrire? Dites-moi un peu. Encore qu'après voter, il faut surveiller le vote. Et en même temps, le discours de nous, hommes politiques, c'est aussi de marteler que le code électoral qui régit la dévolution du pouvoir dans ce pays est mauvais. Il est même partial. C'est pour ça qu'il faut dénoncer les trois au même moment. Aucune nation au monde n'a accepté qu'on traite un héros national de bandit. Le président d'APAR souligne la nécessité de respecter ces figures emblématiques de l'histoire du Cameroun.
Et Célestin Djamène est l'invité de ce journal. Une fois de plus, bonsoir Célestin. Bonsoir Didier, bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là. Alors, une toute petite question Célestin. Pourquoi est-ce que vous appelez les Camerounais à s'associer à votre démarche actuelle? Et parce que je pense qu'il faut être fier d'être Camerounais. Le Cameroun, c'est un grand pays. Le Cameroun, c'est un beau pays. Je pense que j'ai peut-être la faiblesse de le penser. Nous sommes la terre promise. Même si certains, à l'intérieur comme à l'extérieur, s'attellent à dénigrer le Cameroun. Je pense qu'on a un grand pays. Et je pense que forcément un grand pays a des héros nationaux. Et nos héros nationaux, en tout cas sur le plan de l'histoire politique, c'est les Oumniobé, c'est les Ernest Ouandié, c'est les Osende Afana, c'est les Félix Roland Moumié, c'est les Abel Kingé, etc., etc. Nous avons ces icônes-là. Il y a des sanctuaires auxquels on ne touche pas. Parce que c'est nos repères historiques, c'est nos références. Quand un individu se lève pour stigmatiser, pour caricaturer, pour traiter un de nos icônes, un de nos héros nationaux de bandits, de voyous, est-ce que cela est acceptable? Comment cela résonne-t-il dans l'esprit et dans le cerveau de nos enfants? Ils vont penser que l'histoire du Cameroun commence avec ces gens-là. L'histoire du Cameroun remonte à très loin depuis Kouma Mbappé, en passant par Douala Magabel, descendu vers Ngosodine, Oumniobé, Ernest Ouandié, Félix Roland Moumié, Ndetou Maza, etc., etc. On doit honorer ce gens-là. Foncha, etc. Donc c'est l'histoire du Cameroun. C'est des personnes auxquelles on ne touche pas. Parce que les toucher, c'est ébranler la structure ontologique du Cameroun. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est choquant, c'est inadmissible qu'un individu se lève un matin pour traiter ces personnes-là qui nous sont si chères de bandits. Ce n'est pas inacceptable. Imaginez un instant qu'en Chine, on puisse traiter Mao Tse-tung de bandit. Imaginez qu'au Burkina Faso, qu'on puisse traiter Thomas Sankara de bandit. Imaginez qu'au Mali, on puisse traiter Modibo Keïta de bandit. Imaginez qu'au Congo, on puisse traiter Patrice Emery Lumumba de bandit. Ce n'est pas acceptable. Normalement, nos lois punissent l'apologie ou l'atteinte à l'histoire du Cameroun. Ça s'appelle le négativisme. Et c'est inacceptable. Je combattrai jusqu'à la dernière goutte de sang les personnes, qu'elles soient mes amis ou non, qui s'en prennent à l'image, au rehaussement de l'image du Cameroun. C'est ma posture. Alors, vous dites qu'il y a des sanctuaires qu'on ne touche pas. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec Abel Limbilombe depuis sa sortie médiatique qui de plus en plus agite le landerneau politique? Est-ce que vous vous êtes parlé? Question un peu de comprendre ses motivations, ses raisons. Est-ce que vous vous êtes parlé? Vous savez, Abel Limbilombe, c'était un ami. J'ai passé plus de 20 ans avec lui au SIF. Donc on a parlé beaucoup sur ces questions-là. C'est vrai que le concernant, il y a une dérive un peu, on va dire, tribale, ou plutôt tribaliste, vers les années 2016. Et depuis ce temps-là, il est devenu pour moi un multirécidiviste en matière de considération de vivre ensemble, des relations inter-camerounaises. Et je ne conçois pas qu'un ami, du moins qui était censé l'être, puisse être l'auteur d'une telle dérive. Parce que moi, je me suis battu, je me bats toute ma vie pour que le Cameroun soit à l'image de ce qu'ont voulu les pionniers de l'indépendance. C'est-à-dire la réunification du Cameroun, la réunification de deux territoires jadis administrés par les Britanniques et les Français. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un pose un tel discours, et qui revient quasiment tous les dimanches sur une certaine chaîne, ça finit par créer dans l'esprit de nos enfants des chemins neuronaux qui vont finalement porter au passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est quoi? C'est méocentre. C'est sans méliment. Où les Camerounais s'entretuent devant le regard indifférent des forces de sécurité. Je suis effaré. Alors que parallèlement, quand un opposant se lève pour marcher, eh bien, il est rapidement neutralisé. Donc vous êtes parlé ou pas alors? Donc je ne peux pas comprendre que dans ce pays qui sort d'une lutte de feu, parce que la période UP6 fut une période de lutte de feu pour acquérir le peu de liberté que nous avons.
Je rappelle quand même que le Cameroun a inspiré l'Algérie. Quand les Ben Bella, quand les Boumediennes se sont levés pour se libérer de la France, c'est parce qu'ils ont pris exemple sur Oumniobé, sur Wanyé, sur Moumié, sur Hussein Dafana, sur Abel Kingé. Nous avons inspiré l'Indochine, qui s'est également libéré de la France, qui a vaincu la France, et c'est Mendes France, ancien Premier ministre français, qui est allé signer de force les accords de paix. Donc je pense que notre pays, mon pays, est particulièrement sous-estimé par des gens qui, par illettrisme, qui ne maîtrisent rien à l'histoire politique du Cameroun, qui n'ont jamais lu un livre politique, se mettent à pérorer sur des plateaux de télévision avec la complicité malsaine de certains promoteurs de télévision que les héros nationaux sont des bandits. Je rappelle que ce terme héros national a été prononcé, voté à travers une loi promulguée par le président de la République. Ça veut dire que s'opposer à ce terme-là et en conséquence traiter de bandit un héros national reconnu comme tel par les lois, c'est s'en prendre à un texte du président de la République, promulgué en tout cas par le président de la République. Donc c'est inacceptable. Et sur le plan moral, écoutez-moi, les gens qui ont pris un engagement, qui avaient des femmes, des enfants, qui ont pris des risques sur leur vie et qui sont morts sur le champ de guerre pour se voir traités en fin de compte de bandits, excusez-moi, c'est lamentable. Je pense aux arrière-petits-enfants de Félix Roland-Moumié, de N.S. Wanyé, qui sont aujourd'hui, qui écoutent ces individus, ces énergumènes même, je dirais, qui s'en prennent à la mémoire et aux valeurs intrinsèques et éternelles de nos héros nationaux. Non, finalement, on va peut-être comprendre que vous particulièrement, vous n'avez pas parlé avec Abel Elimbilobé. Non, je n'ai pas besoin de parler avec lui. Je crois qu'il a dit ce qu'il avait à dire et j'apporte la réplique nécessaire en tant que patriote républicain, en tant qu'observateur de la vie politique, en tant qu'acteur public. J'ai le devoir de me prononcer et je dois dire que ça ne s'arrêtera pas là. J'ai tenu aujourd'hui, vous l'avez vu, merci d'avoir montré à travers vos télévisions, une conférence de presse qui s'est passée à Bonne-Prison et dont l'objet principal était l'annonce, l'explication au public pourquoi le mouvement à part que j'ai l'honneur de diriger va porter plainte contre Info TV et contre M. Abel Elimbilobé. Parce que nous ne pouvons pas laisser prospérer sur notre pays des discours de haine, des discours tribaux, qui poussent fatalement vers la guerre. Je rappelle au passage très rapidement que la Yougoslavie était un pays normal, inscrit sur la carte du monde. La Yougoslavie a disparu, pourquoi? À cause de du tribalisme, de l'ethnicisme. Aujourd'hui, on a droit à la Bosnie-Herzégovine, on a droit à la Serbie, à la Croatie, au Monténégro, à la Macédoine. C'est un pays qui a éclaté en 1000 morceaux à cause du tribalisme. Je ne veux pas que mon pays devienne la Yougoslavie, le Liban ou le Soudan, qui en passe de devenir aujourd'hui 3 pays, alors qu'il n'y avait qu'un Soudan. Donc, vous allez porter plainte. Et qu'est-ce que vous attendez de la justice? J'attends qu'elle se prononce sur les faits historiques. Parce que quand on dit que le président Biya dit que ces héros nationaux, dont d'ailleurs son prédécesseur fait partie, ont contribué au rehaussement de l'image du Cameroun. Ont contribué à la construction du sentiment national. C'est quand même quelque chose. Les bandits ne construisent pas la nation. Les bandits ne rehaussent pas l'image nationale. Un bandit, c'est un brigand, c'est un malfrat qui est là uniquement pour ses intérêts personnels. Donc je considère que le mot bandit est totalement inacceptable, totalement condamnable, et c'est ce que je vais. Maintenant, je pense qu'il faut passer à l'étape supérieure et y associer la justice qui va se prononcer effectivement sur la tenue, l'apologie, n'est-ce pas, du discours qui renie l'histoire, d'une certaine pornographie mémorielle, qui fait qu'en fin de compte, nos icônes sont piétinées, nos icônes sont ignorées, nos icônes sont méprisées à travers les discours de certains illettrés qui n'ont jamais lu un livre politique et qui se mettent à dire n'importe quoi. D'accord. La dernière question avant de vous laisser partir, Célestin Djamène. Nous sommes en année électorale. Tout à l'heure, dans le compte rendu de Lélan Ganzeux, vous étiez en train d'interpeller les Camerounais, par exemple, sous le triptyque s'inscrire, voter et demander la réforme du code électoral. Alors, comment est-ce que votre parti à part, se mobilise par rapport à cette... Et nous sommes sur le terrain, on se mobilise, on est sur le terrain chaque jour. Aujourd'hui, d'ailleurs, à la conférence de presse, on avait le coordonnateur national, M. Brice Momo, on avait le départemental du Fundi et du Mungu,
du Mungo qui étaient là pour assister effectivement, pour ne parler que de cela, à la conférence de presse. Je pense qu'ils sont, chacun ce qui les concerne, sur le terrain, en train de battre le pavé pour effectivement que l'idée que le code électoral, c'est un document essentiel. Parce que c'est par le code, c'est à travers le code électoral qu'on va prescrire ceux qui ont le droit ou pas d'accéder à la magistrature suprême en ce qui concerne l'élection présidentielle et bien sûr l'année prochaine aux élections locales, municipales et législatives. Donc le code électoral, s'il est mal fait, eh bien ça peut bloquer la dévolution du pouvoir, ça peut bloquer l'alternance. Encore que dans le processus d'alternance, il faut effectivement présenter au peuple camerounais l'alternative. Pourquoi nous pensons que, effectivement, nous pouvons faire mieux que le président sortant? Ben, en présentant au peuple un programme politique qui puisse changer radicalement la manière de gouverner le pays. Ça s'appelle la refondation, ça s'appelle la rupture, ça s'appelle la transition refondatrice. C'est la raison pour laquelle je pense que un parti politique qui s'assume, un parti politique qui se respecte, doit absolument être sur le terrain. Parce qu'on doit se servir d'une campagne ou d'une pré-campagne électorale pour démontrer aux Camerounais ce à quoi on veut, vers ce à quoi on veut leur servir comme programme politique. Vous comprenez? On a un pays, depuis si longtemps, on a passé notre temps à dire, en ce qui concerne l'opposition, bien Moscou, bien Moscou, bien Moscou. Ça n'est pas un programme politique. Bien Moscou n'est pas un programme politique. Il faut dire en quoi nous méritons mieux que Paul Biya. Nous méritons mieux que Paul Biya de gouverner le Cameroun. Sinon, pendant les années, nous allons encore mériter Paul Biya. D'accord. Merci beaucoup, voilà. Célestin Djamène, d'être C'est moi qui vous remercie. Madame Ekina. Ce journal se poursuit en langue anglaise avec vous, Oni Ladonnette. Most definitely. Well, the heads of the World Food Programme and the National Observatory on Climate Change have signed a framework agreement today in Yaoundé. The two institutions must work to limit the impact of climate change on agriculture, health, and other sectors. Let's take a listen to this excerpt for more details. The agriculture in our country is still done with the rhythm of the season. So when there are perturbations in the distribution of climatological parameters like rains, like if the quantity of precipitation is declining, is decreasing, if the distribution in the time and in the space is not well done, you can understand that the yield will be very, very bad, the production will be very, very bad, and that is bringing directly food or contribute to food security. So, what we are saying about the sector of agriculture is not different with the sector of water, the sector of energy, the sector of health. Climate change has a direct impact, negative impact, with its perturbation in the different sectors of the economy. This memorandum of understanding is an excellent step that brings the cooperation between WFP and the National Observatory on Climate Change to a next level. We have been partnering for more than a couple of years to start assessing the impact of climate change in Cameroon. We want now to bring this partnership to the next level. So through this partnership, we will strengthen the capacity of the National Observatory on Climate Change to collect and assess data through the provision of specific equipment that will strengthen their capacity to collect and analyze data. We also want to work together in the analysis of this data, and especially on the impact that the climate change is having on key sectors of Cameroon, like agriculture, water, health, and others. We also want to ensure that we disseminate this information timely to all the concerned actors that need to receive this information, especially the communities, because it's important for their agricultural planting to have access to this information, but also to be informed about the potential occurrence of disaster so that they can prepare and respond. And this analysis will also allow WFP that support the government in responding to crises in the country
to better prepare plans, to be better prepared with contingency plans so that we know what kind of disaster may strike the country, and improve our efficiency and timely delivery of assistance to the needy populations. February 27, 2025, the 6th Forum of Civil Society Organization, CSO, has taken place in the Littoral region. Led by Dimani Bella, this pivotal gathering aimed at enhancing the legal environment and amplifying CSO's role in governance, fostering collaboration and driving meaningful change. Christelle Asexuele and Jules Paul have details. The 6th Forum of Civil Society Organizations, CSOs, in the Littoral region has convened at Douala's Valley des Princes Hotel today, February 27, 2025, under the theme Legal Environment of CSOs and Contribution to Local Governance. This event, that was led by Dimani Bala Gabriel, representative of the government, was a pivotal gathering uniting organizations and NGOs to address the legal landscape and amplify CSO's role in governance. La société civile gagne du terrain parce que c'est un phénomène qui n'était pas très connu de la population. Étant donné que civil society is gaining ground because it was a phenomenon that wasn't well known, given that in the United Nations system there are 3 entities in a nation: public authorities, the population, and civil society. One cannot exist without the others, but sometimes there's a tendency to think that public authorities view civil society as a kind of police force, which is not the case. Civil society plays the role of an interface, observing what's wrong in society and reporting it to public authorities so they can improve their practices. Regarde ce qui ne va pas dans la société et rapporte au pouvoir public pour que les pouvoirs publics puissent améliorer leur manière de faire. The forum also aimed to strengthen CSO's influence in local governance and improve their legal environment by fostering collaboration between CSOs and authorities. This paved the way for sustainable development and effective governance in the region. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre les organisations de la société civile. I think there should be a dialogue between civil society and public authorities. It's a bit like in politics. Civil society organizations need to sit down with public authorities to try to determine the limits of the field of action for a civil society organization and what benefits the collaboration between public authorities and civil society can bring to the public. In the course of this event, participants shared experiences and perspectives on challenges and opportunities, followed by a showcase of civil society organizations' projects. Comme ça, ont une attention particulière. Through forums like this one, we draw special attention to these issues. People would like to see more action on the ground, such as the awareness campaigns we are conducting today. This process takes time, but people tend to prefer seeing immediate results. Les résultats arrivent doucement, avec une certaine vivacité. All in all, this event marked a significant step towards empowering civil society and enhancing community engagement. Parlons religion à présent. Le jeûne du mois de Ramadan est l'occasion de cultiver sa foi en Dieu et ceci nécessite une préparation psychologique, spirituelle et physique. Le mois de Ramadan démarre dans quelques heures. Ce qu'il faut savoir avant le début dans ce reportage que signe Orien Donken. Tout doit commencer dans la tête. La préparation pour le jeûne du mois de Ramadan doit être une préparation psychologique, sachant que la psychologie est portée par la foi. Le musulman sait que c'est une prescription divine, comme Dieu nous a révélé dans le Saint-Coran.
on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est l'occasion pour le musulman de cultiver sa spiritualité pour une élévation. Le ramadan, c'est une école où le croyant doit savoir qu'il sera éprouvé, esprit, corps et âme. C'est beaucoup plus l'esprit qui est, n'est-ce pas, à développer dans le sens de préserver ou de cultiver nos valeurs éthiques et morales. Comme aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où il y a la dégradation, n'est-ce pas, des mœurs, etc. Donc le musulman a une occasion pour cultiver sa foi en Dieu. Comme on le dit, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Donc le musulman doit se préparer d'une manière générale sur le plan spirituel avant de se préparer sur le plan physique et maintenant sur le plan pratique. En pratique, il s'agit des actes d'adoration et de prière. Dans le mois de Ramadan, il y a des prières que nous appelons des prières nawafil. C'est-à-dire ce sont des prières surrogatoires additionnelles qui sont pratiquées dans le mois de Ramadan. Vous allez constater que dans le mois de Ramadan, il y a une intensité par rapport aux prières dans nos mosquées. Donc le soir, après la dernière prière obligatoire, ce que nous appelons la prière de Isha, il y a d'autres prières additionnelles qui suivent par rapport au nombre de cycles d'unités de prière, où nous en ajoutons encore 2 fois 5, 10, n'est-ce pas? Plus encore 3 autres raka'at, ce que nous appelons raka'at. 3 décades constituent ce mois sacré. La première représente la repentance, la deuxième la miséricorde et la délivrance à la troisième. Voilà pourquoi les prières sont multipliées pendant ces 10 derniers jours. Mais avant tout ceci, faudrait déjà savoir quand démarre ce mois de jeûne et de prière. La règle, elle est celle-ci. Lorsque vous scrutez le ciel et que vous voyez le croissant lunaire apparaître, vous allez donc jeûner le lendemain. Donc ça veut dire le samedi. Et lorsque les nuages ont caché votre vue, vous ne pouvez pas apercevoir, vous n'avez pas vu le croissant lunaire, vous complétez le mois qui précède Ramadan qui s'appelle Sha'aban, le mois dans lequel nous sommes, Sha'aban. Vous comptez ça à 30. Et le lendemain après, vous n'avez même plus à scruter le ciel, puisque le mois du calendrier musulman, calendrier hégirien, finit ou soit 29 ou 30 jours. Le jeûne du mois de Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Et c'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir, Oni Ladonnette. Good night to you, Makenali D, and good night to every viewer of Spectrum Television.